Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau de la télé de la e-santé avec aujourd'hui un sujet qui mêle, qui imbrique même totalement e-santé, technologie et économie, celui de la téléobservance à domicile de l'apnée du sommeil. Alors vous en rappelez peut-être, ici sur cette même scène à Castres-Mazamet l'année dernière, on avait évoqué quand même une mesure relativement révolutionnaire qui concerne près d'un demi-million de personnes en France qui souffrent d'apnée du sommeil et qui ont donc des appareils à domicile pour réguler un petit peu leur souffle et les aider à dormir. Eh bien, donc on avait annoncé l'année dernière que ces appareils devaient être équipés d'un petit mouchard pour télétransmettre un petit peu les données et savoir s'ils étaient utilisés convenablement comme il le fallait, et si la sécurité sociale s'apercevait que l'appareil n'était pas du tout, quasiment pas utilisé, on demandait à la personne de le rendre ou bien son appareil n'était plus remboursé. Ça, c'était un petit peu l'esprit de cette mesure. Et puis voilà, patatras, le décret d'application de cette nouvelle règle a été suspendu et on va voir aujourd'hui comment réagissent les différents acteurs concernés, à commencer par André Tanti, qui est avec nous, qui est vice-président du comité économique des produits de santé. C'est un organisme, pour le rappeler, qui dépend des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale et de l'économie et qui fixe, entre autres, le prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Bernard Gasparuto, qui est président du SYNAPSAT, qui est autour de cette table également, qui est le syndicat des prestataires de santé à domicile. Donc vous mettez, entre autres, à disposition, vous louez ces appareils qui permettent à ces personnes de mieux respirer. Le professeur Alain Didier qui est à mes côtés, qui est chef du service de pneumologie au CHU de Toulouse. Et puis Jean-Claude Roussel, qui souffre lui-même d'apnée du sommeil, qui est ancien président de la, alors je prends mon souffle là pour le coup, la FFAIR, la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires. Avant d'entrer dans les débats, si vous le voulez bien, on va quand même peut-être repréciser deux ou trois choses sur ce qui est une maladie, ce n'est pas un simple inconvénient, professeur Didier, c'est une véritable maladie, l'apnée du sommeil. Dans quel sens ? C'est une maladie qui se caractérise par des apnées pendant la nuit, et ces apnées sont suffisamment longues pour entraîner donc une désorganisation du sommeil avec en corollaire la journée, une somnolence parfois excessive, et également un retentissement sur certains organes, notamment un retentissement cardiovasculaire avec des risques de maladies cardiovasculaires, de troubles du rythme cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux, et aussi, on en parle moins mais c'est important, des risques aussi d'accidents de la vie domestique et de la conduite automobile. Donc assorti d'une très forte comorbidité. Ouais, un demi-million quand même de personnes qui sont malades, c'est un chiffre qui semble incroyable. C'est plus que ça, parce que c'est un demi-million de patients qui sont appareillés. Mais il faut donc ils se savent malades. Qui se savent malades. Et ensuite, on sait aussi qu'il y a que certaines formes de maladies plus légères qui ne relèvent pas de l'appareillage, qu'on peut prendre en charge par d'autres techniques. Donc c'est beaucoup plus qu'un demi-million en fait. Ouais, Jean-Claude Roussel, pour vous qui avez été malade, qui êtes toujours d'ailleurs malade de cette apnée du sommeil, un appareillage, vous vous rappelez, ça peut changer la vie d'une personne. De toute façon, ça a complètement modifié ma vie, mais je voudrais préciser une chose aussi, c'est que tant que je suis le traitement et que je suis appareillé, je peux vivre normalement. Mais j'arrête ma machine, je redeviens apnéique et je refais le même nombre d'apnées que je faisais au départ quand j'étais à Paris. Ouais. On rappelle cet appareil, c'est une machine, on met un masque, c'est ça, sur soi pour dormir la nuit ? Voilà, c'est tout simplement un phénomène mécanique. Vous avez l'affaissement de la langue qui vient bloquer les voies aériennes supérieures. L'air qu'on insuffle à une pression, à ce moment-là, empêche la langue de tomber, et à ce moment-là, vous ne faites plus d'apnée. Ou alors, on en fait très, très peu. Pourquoi, à votre avis, il y a aujourd'hui un nombre important de malades qui n'utilisent pas correctement ou pas du tout cet appareillage, alors qu'ils sont malades ? Écoutez, parce que je crois que beaucoup de personnes malades ne se rendent pas compte du bénéfice que l'on peut avoir avec cette machine au niveau de la qualité de la vie. En même temps, un accident cardiovasculaire ou vasculaire cérébral, on ne l'imagine pas, on ne le visualise pas, donc on ne se rend pas compte. Et puis il y a aussi le fait que le conjoint a un rôle extrêmement important. Vous savez, un homme mettra sa machine qu'à une seule condition, c'est que sa femme soit d'accord, que ça ne la gêne pas pour la nuit. C'est très intrusif comme machine. Oui, qui ne perde pas. Oui, vous savez, la machine arrive quand même au plus profond de l'intimité du couple sur la table de nuit. Et la journée, on n'est pas malade.
Et la nuit, on se branche pour ne pas être malade. Donc, c'est pas évident à vivre. Et ça pose des problèmes, y compris de couple. Ouais. Professeur Didier, on sait, donc, cette machine, elle peut poser des problèmes de couple, elle peut poser des problèmes d'inconfort. Sûrement des moments où le malade, il en a aussi assez de se mettre cette machine toutes les nuits. D'où l'idée de mettre un détecteur sur cette machine qui télétransmet les données et qui voit si la machine a été utilisée, combien de temps correctement ou pas. Il y a bien sûr une raison économique à tout ça, mais il y a d'abord, il faut le préciser, une raison médicale. Oui, la raison médicale, c'est que cette machine, même si elle est parfois assortie d'un certain inconfort, elle s'accompagne quand même d'une amélioration très rapide des symptômes, notamment de la somnolence diurne qui est généralement perçue par le patient. Et cette amélioration est étroitement corrélée à la durée d'utilisation. Plus vous utilisez la machine, alors c'est là qu'on peut discuter sur les seuils, mais plus vous utilisez la machine et plus le bénéfice est grand. Et notamment quand on s'adresse, alors non pas à des paramètres symptomatiques, mais vraiment à de la prévention, ce que Jean-Claude évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire prévention des accidents vasculaires, prévention des accidents cardiaques, etc. Là, il est quasi certain que plus vous l'utilisez longtemps, plus votre risque de faire des accidents de ce type diminue. Et à l'inverse, un médecin, un spécialiste a besoin de savoir, de comprendre pourquoi un malade n'utilise pas cette machine. Bien sûr, les raisons sont multiples. Il y a les raisons de couple, les raisons d'intrusion dans la vie privée dont Jean-Claude a parlé. Mais il y a aussi souvent purement des raisons mécaniques, c'est-à-dire des raisons d'irritation au niveau du port de l'interface, des raisons de fuite, des raisons de réglage de la pression, enfin des choses qui peuvent être réglées justement par un dialogue avec le patient quand on a compris ce qui se passait chez lui. Ouais. Là, on entend les arguments du médecin qui a besoin de savoir pourquoi le malade n'utilise pas toujours ou pas correctement cette machine. Je me tourne vers André Tanti. On va peut-être avoir des arguments financiers. Mine de rien, 1 demi-million de personnes malades, des machines que l'on doit louer, que l'on doit mettre à disposition, c'est un coût aujourd'hui non négligeable. Le coût aujourd'hui pour la sécurité sociale, c'est 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Oui, 600 000 patients sont aujourd'hui équipés. La Haute Autorité de Santé est en train de prévoir un avis dans lequel elle estime que la population potentielle qui pourrait être traitée par PPC pourrait dépasser le million de patients. Sachant que, alors il y a des discussions sur le fait que souffrent d'apnée du sommeil environ 10% des adultes, ça fait de l'ordre de 4 millions de personnes, mais les personnes à traiter, ça pourrait dépasser le million de patients. Ça veut dire demain pour l'assurance maladie, une dépense qui pourrait atteindre 600 ou 700 millions d'euros. De ce point de vue-là. Alors ça veut dire que pour vous, quelqu'un qui est équipé d'une machine, qui a un coût que vous me chiffrez qui est relativement important et qui n'utilise pas cette machine, c'est anormal. Non mais c'est pas sur ce point qu'on va s'arrêter. Le problème que l'on a, c'est que quelle que soit la maladie, la non-observance du traitement, la non-observance du traitement est quelque chose qui est susceptible de coûter à terme lorsque la personne n'est pas prise en charge. Mais que ce soit un traitement médicamenteux, que ce soit l'utilisation d'un dispositif médical comme un appareil d'apnée du sommeil. Donc la première motivation qui a été la nôtre pour la mise en place de la téléobservance, c'est un meilleur suivi des patients. Aujourd'hui, un patient est vu par son prestataire une fois tous les 6 mois, un peu plus au début, mais ensuite il est vu qu'une fois tous les 6 mois. S'il a un problème, comme le disait le professeur Didier, si le masque n'est pas correctement fourni, si le patient a des difficultés avec une machine qui pose des problèmes, etc., il peut avoir tendance à ne plus utiliser son appareil et donc à ne pas se soigner. Et c'est ça ce qui importe, c'est que le patient, aujourd'hui, se soigne. Et donc pour ça, l'avantage de la téléobservance, c'est que ça permet immédiatement de savoir que le patient ne l'utilise pas. Et à partir de là, s'instaure un dialogue, je dirais à 3, entre le patient, son médecin, son prestataire, et que de ce dialogue à 3, on doit arriver à déterminer si, pour quelles raisons, le patient ne l'utilise pas. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que le patient, le traitement n'est pas efficace. Il y a des patients pour lesquels le traitement n'est pas efficace, parce qu'il y a des problèmes de masse, comme on l'a dit. Il peut y avoir des problèmes psychologiques qui sont à traiter entre le patient et son médecin. Je dirais que
tout ça est permis par la téléobservance aujourd'hui. Oui, ceci dit, on a ce décret qui était passé l'année dernière, qui précisait donc qu'il y avait une transmission de données, un certain nombre d'heures à utiliser par jour cette machine, un certain nombre de jours par mois. Et si cette utilisation minimale de la machine n'était pas respectée, bien sûr, on se renseignait pour comprendre pourquoi la personne n'utilisait pas la machine. Si vraiment elle ne l'utilisait pas, soit on la retirait, soit on ne la remboursait plus. Aujourd'hui, ce décret ne peut pas être appliqué. Alors, bon, aujourd'hui, il ne peut pas être appliqué. On a bon espoir d'en sortir prochainement. Les pouvoirs publics ont dit que quoi qu'il arrive, ce dispositif ne serait pas abandonné et que s'il y avait quelques failles juridiques pour sa mise en œuvre, elles seront comblées. Donc maintenant, aujourd'hui, peut-être que nous allons aller un peu plus loin. Il y a des discussions qui vont s'ouvrir avec les personnes qui ont déposé les recours et peut-être qu'on va trouver des moyens termes pour pouvoir les lever et pour que ça puisse repartir. Parmi les arguments qui sont avancés, entre autres, donc la fédération des personnes qui sont en difficulté respiratoire avance le fait que c'est aux patients de décider seuls ou non de donner ces données ou pas à quelqu'un qui les observe. Ce n'est pas à l'administration de vérifier si une machine elle est utilisée et à l'administration de la retirer. C'est une discussion qu'on peut avoir sur ce plan. Je rappelle que l'assurance maladie est un système d'assurance et à partir du moment où c'est un système d'assurance, votre assureur peut mettre un certain nombre de conditions. Et donc, dans les conditions, il peut estimer que c'est justifié que le patient soit correctement suivi de ce point de vue-là. Bon, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Un certain nombre des mesures qui sont prévues par le texte sont des mesures pour éviter que certains prestataires profitent un peu du système et ne s'occupent pas correctement de leurs patients. Et donc, c'est-à-dire qu'on loue des machines de manière abusive parfois, ou on ne les récupère pas alors qu'elles ne sont pas utilisées. Il y a ce genre de choses. Il y a des médecins qui refusent de désappareiller un patient qui laisse sa machine systématiquement sous le lit ou dans le fond de l'armoire. Il y a des prestataires qui peuvent trouver intérêt à ne pas s'occuper correctement de leurs patients parce qu'ils sont payés quoi qu'il arrive. Donc l'objectif, il est aussi... Il y avait certaines mesures. Je crois qu'il y a une chose que les gens dont les gens ne se rendent pas bien compte. On ne gère pas aujourd'hui 600 000 patients, 1 million de patients demain, comme on peut gérer quelques patients dans un cadre limité. Le coût de la non-observance aujourd'hui, selon les estimations des uns ou des autres, c'est quelque chose qui navigue entre 40 et 80 millions d'euros. Pas des petites Avec ça, sommes. on peut faire beaucoup de choses. Bernard Gasparuto, pour vous qui représentez ici un syndicat de prestataires de santé à domicile, déjà, comment est-ce que vous réagissez par rapport aux propos d'André Tanti qui dit « Oui, de la part de certains prestataires, il y avait peut-être des négligences, on ne récupérait pas des machines relativement rapidement, on les laissait traîner. Pendant ce temps-là, toutes ces machines sont facturées quand même. » Alors, ce n'est pas la grande majorité des prestataires, ça c'est tout à fait clair, mais je suis complètement d'accord avec M. Tanti, on en a parlé plusieurs fois lors de différentes réunions. Effectivement, on sait que ça existe. Alors, ceci étant, je dirais, par rapport à la téléobservance, il est évident que pour un prestataire, c'est une solution, je dirais, technique qui nous permet effectivement de mieux prendre en charge le patient dès le départ, parce qu'on sait bien que, c'est ce que j'ai expliqué Jean-Claude Roussel, la difficulté de mettre un appareil, parce que je dirais que pour le profane, ça peut paraître d'une simplicité enfantine, bon, si ce n'est que ce n'est pas si simple que ça. On sait bien que c'est dans les 3 premiers mois à peu près que, je dirais, de l'appareillage pourra se faire ou ne pourra pas se faire. Alors effectivement, la grande majorité des prestataires font plusieurs visites dans les 3 premiers mois, mais l'intérêt d'avoir de la téléobservance, ça nous permet, je dirais, de savoir, même de détecter, je dirais, si le patient commence à devenir un petit peu moins observant. Par exemple, il utilise sa machine 6 heures toutes les nuits.
Après, il va l'utiliser plus que 5 heures ou 4h30. Et là, on aura des alertes alors que le patient, limite, ne le saura pas. L'année dernière, les prestataires de santé avaient annoncé un déploiement progressif donc des machines équipées de ce petit transmetteur de données à distance. Qu'en est-il aujourd'hui de ce déploiement? Est-ce qu'il s'est arrêté le jour où le décret s'est arrêté lui aussi, ou est-ce que vous l'avez poursuivi? Alors, je dirais, du fait de la suspension du décret, donc ça ne s'est pas arrêté, ça s'est ralenti chez un certain nombre de prestataires, mais je dirais que la plupart des prestataires, je dirais, de référence ont continué le développement de ces matériels. Jean-Claude Roussel, ça vous choque, vous, l'idée que vos données en fait, de respiration la nuit soient télétransmises, soient regardées éventuellement par une administration qui décide que vous n'utilisez pas la machine et que vous n'avez pas en avoir une? Alors ça ne choque pas l'ancien président, le président d'honneur de la FFIA pour plusieurs raisons qui ont été expliquées. Ça permet d'intervenir et de rendre la personne plus observante. Le but quand même d'un appareillage, c'est d'améliorer la qualité de la vie de la personne malade. En même temps, pour moi, je pense aussi que ça peut permettre également de rendre la personne malade acteur de sa pathologie. C'est-à-dire, il est concerné parce qu'on dialogue avec lui. Et puis, je voudrais simplement rappeler quelque chose. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, on va sans doute me tirer les oreilles, mais j'ai participé en tant que président de la FFIR à l'élaboration de la loi du 4 mars 2002, dite loi du droit des malades. Alors, si on a des droits que l'on nous permet de faire respecter, mais dans une société, quand on a des droits, on a obligatoirement des devoirs. Et lorsqu'on est pris en charge par la collectivité, c'est-à-dire par la Sécu, le premier devoir est aussi de se soigner. Alors je crois que c'est un devoir citoyen et je suis d'accord avec M. Tanti. Je pense que si tout le monde discute, se met autour de la table et fait preuve de bonne volonté, eh bien je crois qu'on arrivera à la fois à respecter les uns et les autres. Professeur Didier, Alain Didier, Jean-Claude Roussel nous a dit quelque chose de très important. Il faut que le malade en apnée du sommeil devienne aussi acteur de sa maladie. Ça change réellement quelque chose, donner cette prise de conscience au malade? Je crois que c'est primordial. Nous, on a fait un travail qu'on a récemment publié avec des prestataires où on a montré que dans un système de téléobservance où le malade est acteur, c'est-à-dire où on lui demande de connecter sa machine une fois par semaine pour recueillir des données qui ne concernent pas que l'observance, mais qui concernent aussi des paramètres comme les fuites sur le masque, des choses comme ça, le malade suit la consigne dans 90% des cas de façon très, très active et ceux qui le suivent le mieux sont aussi ceux qui sont plus observants. Donc ça montre bien qu'à partir du moment où le malade est acteur, il comprend l'intérêt qu'il a à le faire, à condition que derrière on lui ait dit qu'il y avait aussi des indications médicales intéressantes. Donc, on est vraiment dans l'éducation thérapeutique. Le rendre acteur et lui expliquer comment marchent les choses. D'ailleurs, en parlant de malades, Bernard Gasparuto, vous avez fait un sondage pour les prestataires de santé au niveau de l'apnée du sommeil, de l'observance et de l'acceptation ou non de la télétransmission de données. Ce n'est pas parce que pour l'instant on n'a pas de décret appliqué sur le fait de retirer la machine ou pas, que vous n'avez pas continué, vous l'avez précisé, à développer ces machines. Et en même temps que vous développiez ces machines, vous avez demandé grosso modo aux patients ce qu'ils en pensaient. On va regarder quand même un petit peu leur réponse tout de suite. Première question, vous leur demandez s'ils sont satisfaits ou pas de ce système de télétransmission, de télésuivi. Alors là, on a un chiffre qui est éclatant. 92% des malades sont satisfaits, voire très satisfaits. Oui, alors ce qu'il faut préciser, que ce sont des patients qui étaient nouvellement appareillés. Mais je dirais, à partir du moment où on leur expliquait le système qu'on mettait en place chez eux, le reste du sondage sont clairs. Mais je crois qu'il faut aussi, comment dirais-je, voir les choses de façon extrêmement simple. Le système de téléobservance qu'on utilise actuellement est simplement une modification technique, mais qui ne change strictement rien dans notre métier. Le métier du prestataire de santé, c'est depuis 1996 de suivre l'observance du patient qui est appareillé en PPC. Auparavant, je dirais, les données du patient, on les récupérait soit par des cartes SD, par différents types de matériel. Là, aujourd'hui, c'est simplement une nouvelle technique. Donc, il n'y a pas, je dirais, de changement fondamental en termes de stockage de données. Je pense qu'il y a une grande peur sur ce sujet-là.
Ouais. Mais quand on explique bien aux patients, il n'y a pas de problème. Oui, on voit que c'est une minorité, il faut la prendre en Oui, considération, mais une qu'il faut prendre en minorité qui est considération réticente aujourd'hui. il faut expliquer. Autre question que vous leur avez demandé s'ils recommanderaient ce système en fait, à d'autres patients. Là, on voit aussi la réponse. Énorme majorité, 87% des malades recommanderaient ce système de télésuivi. Je reviens un petit peu pour les mêmes raisons que ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les patients se rendent compte qu'avec ce système, on les suit mieux parce qu'on a les informations en direct et qu'on peut les appeler pour leur dire est-ce que vous avez des fuites, est-ce que le masque est bien mis, il y a eu tel ou tel problème, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est associé en général les personnes qui appellent. On a mis en place chez un certain nombre de prestataires, notamment à la SADIR, toute une activité de coaching téléphonique avec des personnes qui sont formées, qui sont spécialisées pour appeler les patients sur ces points-là. Les patients voient tout de suite l'intérêt du système. Alors, autre question, on aurait pu imaginer que les personnes étaient contentes de ce système parce qu'elles n'avaient pas tout à fait bien compris comment ça marchait. Donc vous leur avez bien demandé s'ils avaient compris et s'ils se sentaient suffisamment informés sur ce système de télésuivi. Et là, on voit la réponse pour vous. On voit premier élément le mieux expliqué, fonctionnement, utilisation d'appareil, et deuxième élément le mieux expliqué, principe de remontée automatique du nombre d'heures d'utilisation. Donc les personnes, dans leur énorme majorité, ont extrêmement bien compris ce système. Oui, et je crois que c'est un sondage qu'on voulait faire pour bien comprendre en fait la réalité, parce qu'il y a ceux que nous on percevait, c'est une chose, mais c'est important de savoir ce que les patients qui avaient été appareillés percevaient. Bon, et on a été effectivement très, très satisfaits. Bon, je crois que les patients comprennent quand on leur explique les choses. C'est ce que vient de dire Jean-Claude Roussel. On parle de devoir, on parle d'obligation. Et je crois que les choses sont assez simples. L'obligation de se soigner quand on a du médicament. Oui, Jean-Claude Roussel. Alors, si je peux quand même préciser quelque chose, mon premier appareillage remonte à 36 ans. J'ai connu toutes les machines. Et je peux dire aussi que j'ai demandé à bénéficier de la téléobservance, d'abord pour voir comment ça marchait, pour voir la gêne que ça pouvait amener, et pour pouvoir parler vraiment en le vivant. Et honnêtement, je suis d'accord avec Bernard Gasparuto, ça ne peut amener que du bien. Alors, on parle aussi de flicage, mais vous savez, on a tous des téléphones portables. Et je peux dire qu'avec le téléphone portable, on est encore plus fliqué qu'avec ce genre de mécanique. André Tanti, d'un point de vue, je vais dire, pratico-pratique, juridico-juridique, administrativo-administratif, comment les choses vont se passer maintenant? Vous dites que, en tout cas, vous restez sur cette position de dire l'esprit de ce décret est un bon esprit, de vérifier l'utilisation de la machine, et s'il n'y a pas utilisation, voir avec le médecin s'il faut la retirer et ne plus la rembourser. Vous restez proche de cet esprit. Est-ce qu'il va falloir attendre, je ne sais pas, une nouvelle loi, un nouveau décret? Comment les choses vont avancer et à quel terme, à votre avis? Grande question. C'est pour ça que je la pose. Grande question aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'échanges téléphoniques qui se font depuis quelques jours parce qu'on essaye de voir si on peut trouver ce que certains appellent une sortie de crise qui nous éviterait d'attendre parce que la justice est lente. Toujours intéressant d'avoir des décisions de justice, mais le problème c'est que la justice est très lente, le Conseil d'État met beaucoup de temps. Ça fait bientôt maintenant 5 mois que personne ne sait exactement sur le marché comment ça doit se faire. Les prestataires y vont, n'y vont pas. Les fabricants ont beaucoup investi, n'y vont pas. Les patients aujourd'hui, après avoir attaqué l'arrêté, aujourd'hui nous demandent de dialoguer. Et depuis jeudi soir, depuis jeudi soir dernier, le dialogue est ouvert. Donc on a commencé à discuter, il y a beaucoup d'échanges, on doit se voir la semaine prochaine. J'espère qu'on va peut-être réussir à trouver une solution. Et l'enjeu financier quand même reste important dans un système de maladie qui est lui aussi en petite santé, en petite forme. Absolument. Professeur Alain Didier, simplement pour clore ce programme, on a rappelé tout à l'heure que le nombre de malades allait augmenter de manière relativement exponentielle dans les prochaines années. Est-ce que l'on sait pourquoi ce nombre de malades d'apnée du sommeil va augmenter? Est-ce que l'on a des petits conseils de santé à donner aux uns et aux autres?
Oui, on sait à peu près pourquoi. D'abord parce que c'est mieux dépisté. Les médecins et même les patients maintenant, ils pensent plus souvent et donc nous interpellent sur les explorations. Puis deuxièmement, c'est quand même une maladie qui est étroitement liée un peu au vieillissement de la population et beaucoup aussi à la prise de poids. Et on sait qu'on va aussi vers une prise de poids généralisée de la population. Donc on a un ensemble de facteurs qui font que de toute façon, comme on l'a tous dit, ça va monter. Le nombre de malades va exploser dans les années qui viennent. En tout cas, vous appelez les personnes qui ont des difficultés de sommeil à se renseigner sur cette maladie, voire à se faire dépister. Qui ont des difficultés de sommeil ou au contraire qui ont l'impression d'être hyper somnolents avec perte de la vigilance dans la journée. Oui, il faut qu'ils soient attentifs à ça. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce plateau télé. C'est la fin de ce programme et à bientôt sur notre chaîne de la e-santé.